surtout vous poser la question, et parce que je ne prétends pas posséder la réponse, du moins pas à 100% en tout cas, où réside l'esprit du lieu. Où réside l'esprit du lieu? Ce qu'on appelle l'esprit du lieu, ça peut se dire autrement aussi, par exemple le génie du lieu, qui est d'ailleurs plus fréquent, on parle plus fréquemment de génie du lieu. Le problème que ça pose à un esprit moderne, c'est qu'en principe, nous distinguons, je dis nous parce que je suppose que nous sommes tous modernes, nous distinguons la matière, la chair et l'esprit. C'est grosso modo la distinction qui en zoologie se traduit par la distinction entre la planète qui est purement physico-chimique, la biosphère qui y ajoute la dimension de la vie, et l'écoumène qui y ajoute la dimension des systèmes techniques et symboliques propres à l'humanité. Voilà, on retrouve très souvent cette trilogie. La matière, la chair, l'esprit. Alors, l'esprit du lieu, peut-il y avoir un esprit dans le lieu, ou dans les lieux? La réponse, je vais commencer par vous donner la réponse, notamment, bien sûr, c'est qu'il y a bien un esprit dans le lieu. Le problème, c'est de savoir à qui il appartient, cet esprit. Dans beaucoup de religions, hormis le christianisme, et des religions qui se donnent pour repère une transcendance absolue, un Dieu unique, etc., la question se pose autrement. Mais dans un très grand nombre de religions, vous avez des dieux, des divinités qui résident dans les lieux. Et pas seulement dans les lieux, mais dans tous les aspects de l'existence. Et c'était justement le cas de ce que les Romains appelaient genius loci, et qui est traduit en français par génie du lieu. Genius loci, ici c'est le lieu, mais vous aviez des genii, des génies, dans à peu près tous les aspects de l'existence, et y compris du point de vue temporel, c'est-à-dire tous les moments de l'existence pouvaient avoir leur génie. Et les humains aussi ont leur génie propre, les plantes, les choses, les lieux. Et pour sauter à l'autre bout de l'Eurasie, c'était à peu près le cas aussi au Japon avec ce qu'on appelle les kami. Qui sont des divinités comme les genii des Romains, qu'on trouve dans tous les lieux, et même dans les choses, et même dans les faits, certains moments. Bref, en japonais on les compte même, mais c'est une expression métaphorique, mais disons des myriades de génies. Quel rapport ont-ils entre eux? Y a-t-il un principe commun à l'ensemble? Je dirais que ce qu'ils ont en commun, c'est d'être tous singuliers. Alors c'est difficile d'être à la fois singulier et commun, puisque singularité, justement, c'est quelque chose qui n'existe qu'à un exemplaire. Et c'était le cas, justement, de ces genii, ces génies, auxquels croyaient les Romains. Et ça allait de soi que c'était quelque chose de singulier. Alors, dans le cas des humains, c'est le génie personnel de quelqu'un. Et quand on dit se livrer, il y avait une expression comme indulgere genio. C'était simplement exprimer son goût propre, se donner du bon temps en laissant libre cours à son propre génie, à ses propres penchants. Mais je ne vais pas entrer dans une discussion de ces manifestations d'un principe général qu'on trouve donc dans de très nombreuses cultures
pré-moderne ou non moderne, à savoir que les lieux, les choses, les gens, les moments ont un génie propre. Le problème pour nous modernes, c'est que la modernité, en général, a tendu à effacer cela. Et ce qui nous pose toutes sortes de problèmes, parce que si, quand on est un esprit, comme on disait au XIXe siècle, un esprit fort, c'est-à-dire qui revendique une rationalité, bon, un rationalisme, un esprit fort, évidemment, on ne croyait pas au génie du lieu, et on rejetait ça du côté de la superstition, tout simplement. C'est une chose, mais une autre chose, c'est que dans les faits, la modernité a travaillé dans l'ensemble, et sur tous les plans, et notamment physiquement, à effacer le génie des lieux, c'est-à-dire à effacer la singularité des lieux au bénéfice d'une uniformité qu'on justifie en invoquant ce qui, dans le mouvement moderne en architecture, a été appelé espace universel. Cela en vaut-il la peine? Parce que perdre la singularité des lieux, c'est un gros problème, et puis qui va plus loin que ce qu'on y voit d'habitude, c'est-à-dire l'originalité d'un paysage, par exemple, quand tout ça est noyé dans l'uniformité du sériel, de la répétition indéfinie des mêmes motifs, des mêmes formes, notamment dans ce qu'on appelait le style international en architecture, que vous voyez régner aux quatre coins de la planète. Bon, qui perd-on et qui gagne-t-on à cela, à cette substitution d'un espace universel à la singularité des lieux, résumée par la notion de génie du lieu. Problème crucial, très pressant, et peut-être même de plus en plus pressant, et qui a suscité cette tendance propre à la modernité, a suscité des réactions au XXe siècle. Une redécouverte des lieux a été invoquée, un réenchantement des lieux, du lieu, a été invoqué. Mais comment peut-on le justifier? En mettant de côté un simple retour à la pré-modernité. Ça, c'est pas possible. Donc, si on doit réenchanter les lieux, rendre, réinsuffler de l'esprit, le souffle et l'esprit, vous savez, c'est la même chose, un spiritus. Dans le français du Moyen-Âge, quand vous dites par exemple le roi Renaud rendit l'esprit, c'est-à-dire c'est le souffle, c'est son dernier souffle, il rend son dernier souffle. Esprit, c'était aussi le souffle vital, parce que c'est lié, bien entendu. Le souffle, c'est aussi ce qui nous maintient en vie, et les Romains appelaient ça spiritus, et les Grecs l'appelaient pneuma. Je ne sais pas où on met l'accent, naturellement. La pneumatique avait autrefois un sens que ça a perdu avec l'invention des pneumatiques. Mais tout ça est lié, et ça n'est pas simplement du vocabulaire des langues européennes, hein, parce qu'on trouve les mêmes idées fondamentales dans bien d'autres civilisations. Par exemple, le sanskrit Atman a un rapport, c'est la même racine indo-européenne que dans atmosphère. La racine de tout cela, eh bien, c'est que la chair vivante a besoin de respirer, quand on n'est pas une bactérie anaérobie, du moins. Mais nous autres, nous avons besoin de respirer. Et on lit cela à l'âme. Dans le cas des humains, on le lit à l'âme, puisque anima,
le latin pour âme, ça a un rapport avec la même idée fondamentale. C'est la même racine que anémos, que le vent. Et quand vous mesurez le vent, vous utilisez un anémomètre. On pourrait penser à utiliser des anémomètres pour vous mesurer l'âme. Qui sait? J'ai vu une pub pour un 4x4, c'était au Japon, ça n'est pas indifférent. Un Toyota, je ne sais plus lequel. Mais la pub nous disait libérez l'âme, vous libérez l'âme. Et comment libérer l'âme? On voyait le gros 4x4 qui défonçait une feuille de papier. Sur cette feuille, vous voyiez des gratte-ciel, donc vous voyez la ville. Et de l'autre côté de la feuille, vous êtes en plein désert. Et vous libérez votre âme grâce au 4x4, et c'était en l'occurrence un V6 4500 cm3. Bon, ça peut donc se mesurer, ces choses. Mais ça, c'est une métaphore moderne. En principe, c'est de l'incommensurable. Incommensurable, et c'est sur cet aspect que je vais insister. Je ne vais pas vous parler davantage de 4x4, parce que ça, c'est un dada que vous m'avez connu déjà. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Le problème que nous avons, donc nous autres modernes, c'est, s'agit-il là de métaphores? Avons-nous dépassé ces métaphores? Et si ces expressions existent, ne sont-elles pas tout simplement des projections de la subjectivité humaine sur les choses, sur les lieux, sur le monde? Donc, bien entendu, c'est la question du dualisme entre la subjectivité humaine et l'objectivité du monde qui s'est mise en place au XVIIe siècle, dans le paradigme occidental moderne classique. Bon, je voyais les choses de ce point de vue, j'ai été formé comme ça, jusqu'à ce que un peu de pratique avec une autre culture que la mienne, la culture japonaise, me fasse douter. Et très précisément, ça a été un jour où j'ai eu à réfléchir sur l'introduction du Sakuteiki, qui est un traité d'art des jardins, d'ailleurs le premier traité d'art des jardins en Asie orientale. Sakte, ça veut dire faire des jardins, et ki, c'est des notes sur l'art des jardins, un traité qui date du XIe siècle. L'art des jardins est plus ancien en Chine qu'au Japon, mais il n'y avait pas de traité d'art des jardins en Chine, il y en a eu plus tard, mais là c'est le premier en Asie orientale. Donc dans l'introduction ou l'exorde de ce Sakuteiki, on trouve un passage où intervient 2 fois le mot fusée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, fu, il y en a parmi vous qui savent déjà ce que veut dire fu. Ça veut dire le vent que vous avez dans fudo. Bon, fudo qui veut dire milieu en japonais. Fu et ze, qing, en chinois c'est qing, feng qing. Qing, c'est le sentiment. Donc, fusée, c'est à la fois le sentiment et puis le souffle, le vent, le souffle. Parce que finalement, la même idée profonde traverse tout cela. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est le souffle vital. Dans toute l'Asie orientale, c'est ce qu'on appelle ça, voilà, spiritus, pneuma, atman. Et en chinois, c'est le, je vais l'écrire ici, le qi. Le qi, c'est le souffle vital et le souffle cosmique, parce que ça se tient. Qu'est-ce qui anime tout ça? Anime, encore une fois. Je vous ai dit, c'est le vent, c'est l'âme. Enfin, du moins, ça se rattache à une même idée de fond. Qu'est-ce qui anime tout cela? Quel est le souffle qui anime tout cela?
est-ce seulement notre souffle à nous, notre esprit à nous qui anime tout cela? Dans ce cas-là, même moderne, pas de problème, on dit c'est des projections de notre esprit sur les choses, exprimées par des métaphores. Où est-ce que ça va plus loin? Et si ça va plus loin, comment le justifier rationnellement? Pas par un simple retour à des mythologies antérieures. Alors bien entendu, l'attitude de la mésologie à cet égard, c'est d'essayer d'aller plus loin. Et pourquoi aller plus loin? Plus loin que le simple dualisme d'une projection de notre subjectivité sur les choses. Pour le résumer, en une formule, c'est que le dualisme a eu certes d'immenses avantages en nous permettant de vivre comme nous vivons aujourd'hui, de penser aussi beaucoup de choses, de connaître bien mieux la nature, tout cela, mais en même temps nous a fait perdre un lien avec les choses qui allait de soi justement avant le dualisme. Ça n'était pas coupé en deux. Et pourquoi aurions-nous intérêt à ne plus couper en deux? Eh bien, parce qu'à force d'abstraire l'existence humaine de ce qui nous entoure, de notre milieu, c'est-à-dire de convertir le monde en un simple objet quantifiable, à force d'en abstraire notre existence, nous risquons bien de finir par nous supprimer nous-mêmes. C'est-à-dire, il y a une tendance suicidaire là-dedans. Et ça n'est pas une simple façon de dire. Si vous regardez par exemple la manière dont les rationalités que nous avons mises en œuvre dans tous les aspects de l'existence peuvent parfois aller directement à l'encontre de l'existence des sujets humains. Par exemple en économie, une rationalité économique pure dans le monde actuel met en avant la rentabilité des choses, des objets, des systèmes d'objets, avant la vie des gens que on va s'en débarrasser, tout simplement, soit en les licenciant, soit en allant chercher une main-d'œuvre moins chère ailleurs, etc. Vous voyez, c'est des logiques de fond qui s'expriment là, ici dans un certain domaine, mais ça vaut dans tous les domaines. Un exemple que j'ai souvent cité, c'était le mot fameux du président Pompidou, quand il avait dit « il faut adapter Paris à l'automobile ». Ça paraissait très logique, mais l'automobile, les automobiles, c'est un système d'objets, et donc la rationalité d'un système d'objets devrait dicter ce qu'est la demeure humaine par excellence, la ville. Il y a un immense problème ontologique là-dedans. Vous voyez? Et à force de perfectionner nos systèmes d'objets, nous détériorons l'existence. Comme vous le savez, des philosophies se sont élevées là contre au XXe siècle, et tout particulièrement la phénoménologie, et entre toutes la philosophie de Heidegger, avec ce qu'il a appelé le Dasein. Le Dasein, c'est justement être là, là où nous étions autrefois, et d'où nous a ôté le dualisme. Alors, essayez de nous y retrouver là d'où nous a ôté le dualisme. Est-ce que ça peut se justifier rationnellement ou simplement par une banale nostalgie de « autrefois c'était mieux qu'aujourd'hui ». C'est le problème. Et je crois qu'on peut apporter des éléments de réponse rationnelle. Le Dasein, l'être là, c'est justement, ça paraît évident, c'est que l'être de l'humain est présent dans ces choses, dans ces lieux où
le moderne ne voit plus qu'une simple projection de notre être, de notre subjectivité. C'est davantage qu'une projection. Alors comment cela fonctionne-t-il ? Oui, alors j'avais digressé à partir de cet exemple. C'est Husey, que j'avais rencontré dans l'introduction du Sakteiki, parce que les premières lignes nous disent, les premières lignes énoncent des principes, après ça il y a beaucoup de détails, mais les principes, donc il faut exprimer à la fois le Husey du lieu et puis son propre Husey. Alors ce qui était intéressant, c'était le même mot dans les deux cas. Et comment le traduire ? Alors, il y avait deux exemples de traduction, enfin, il y en a eu beaucoup, mais je vous en cite que deux. La première d'un grand spécialiste néerlandais des jardins japonais qui s'appelle Wiebe Keutert, qui avait trouvé la traduction suivante. C'est dans un livre qu'il a publié en anglais, comme font souvent les Hollandais, sur l'histoire des jardins japonais. Donc, le mot « husei » était traduit dans un cas, puisqu'il y a deux occurrences dans ce passage. Le premier, c'était « one's own aesthetic senses ». One's own aesthetic senses. Ses propres, c'est pas seulement au singulier, hein, ses propres sens esthétiques. À propos de l'aménageur, c'est-à-dire l'aménageur doit exprimer ses propres sens esthétiques. Et dans le deuxième cas, s'agissant du lieu, le mot husei était traduit par these impressions. These impressions. Alors, dans les deux cas, c'est ramener la chose au sujet humain. Hein, c'est son propre sens esthétique, et puis ses propres impressions, l'impression qu'on a du lieu. Mais finalement, ce qui compte, c'est le sujet humain. Et moi, dans un livre que j'avais écrit, qui a été publié en 86, j'avais traduit ça par goût, dans le cas de ce qui renvoie à l'aménageur, le goût, exprimer son propre goût, et dans le cas du lieu, c'était le caractère du lieu. Dans les deux cas, c'est une traduction moderne, qui ne met pas en jeu, qui ne remet pas en cause le dualisme, puisque donc Keutert, il met tout ça du côté du sujet humain, et moi, j'employais pas le même mot, s'agissant d'une part du sujet, c'est son goût, et s'agissant d'autre part du lieu, c'est le caractère du lieu. C'est évidemment pas la même chose. On reste dans l'alternative moderne entre le sujet et l'objet. Voilà, et donc ça m'avait posé problème. Pour l'occasion, j'avais résolu le problème en restant dans l'alternative moderne, mais ça vaut la peine d'aller plus loin. Tout à l'heure, j'ai fait mention de l'espace universel que s'est donné la modernité. Comme vous le savez, cela s'est mis en place au XVIIe siècle, cette notion d'espace que les architectes du mouvement moderne ont appelé l'espace universel, mais que la physique a commencé par appeler espace absolu. C'est cet espace absolu qui est théorisé par la cosmologie de Newton, la physique et la cosmologie de Newton. C'est un espace qui est le même partout, c'est-à-dire qu'il est homogène, il est le même dans toutes les directions, c'est-à-dire qu'il est isotrope, et il est infini. Homogène, isotrope, infini. Donc ça, c'est l'espace absolu qui a dominé la physique moderne jusqu'à Einstein. Enfin, du moins jusqu'aux géométries non euclidiennes, puisque c'est sous-tendu par une conception euclidienne de l'espace, ou du moins par la conception de l'espace qu'on met dans la géométrie d'Euclide
mais Euclide n'avait pas la notion d'espace. Néanmoins, sa géométrie, en fait, suppose un tel espace, un espace absolu, qui a donc été remis en cause dans les années 20 du 19e, déjà par des géomètres, Lobachevsky et d'autres, par la suite, puis en physique avec Einstein au début du XXe siècle. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, notre cosmologie et notre physique supposent un tout autre espace, un espace-temps, qui règne dans l'univers qui n'est plus infini. L'univers est comme une sorte de bulle qui a ses lois internes, mais on ne sait pas ce qui peut régner ailleurs. Donc on ne peut plus dire que c'est infini. Donc, l'espace. Cet espace-là, il a été nommément dénoncé par Heidegger sous le nom latin que lui avait donné Descartes. Descartes en parlant de extensio, ou l'étendue. Et qui est récusé nommément par Heidegger, qui va lui substituer une nouvelle conception du lieu. Nouvelle en ce sens que un lieu n'est plus un endroit défini dans l'extensio, défini par des coordonnées cartésiennes, mais tout au contraire, mais ça, dans la pensée de Heidegger, ça s'est étalé sur plusieurs décennies, cette réflexion. Il avait commencé par opposer, par distinguer ce qu'il appelait la place, alors en allemand Platz, place, la place propre à une chose, d'une part, et d'autre part, ce qu'il appelait Stelle, qui est le simple emplacement d'un objet. Et vous n'avez pas de lien ontologique entre la Stelle, l'emplacement, et l'objet. Voilà. Par exemple, j'ai posé ma montre ici, mais cette Stelle, cet emplacement n'a aucun rapport avec l'être de la montre, qui reste le même si je l'avais mis ici ou là. Aucun rapport, c'est toujours la même montre. Donc l'identité du lieu et l'identité de la montre sont totalement et absolument distincts. Ce qui n'est pas le cas de la Platz, parce qu'une chose, et là ça touche aussi à une autre problématique qui va distinguer un objet moderne d'une chose ontologiquement chargée dans la réalité humaine, une chose a sa place qui n'est pas celle d'une autre chose. Voilà, donc là on a distinction entre Stelle et Platz, et après la guerre, Heidegger en viendra à une problématique de ce qu'il appelle Ort, et là c'est le lieu au sens plein, ou au sens qu'il s'agirait de retrouver. Ort n'est plus du tout un simple emplacement avec coordonnées cartésiennes dans l'extensio, tout au contraire, c'est-à-dire ça présuppose l'extensio et ensuite vous pouvez y avoir tel ou tel lieu. Tout au contraire, c'est l'œuvre humaine qui va donner naissance à un Ort, à un lieu, à partir duquel il va y avoir déploiement d'espace. C'est tout à fait l'inverse. L'espace va se déployer à partir du lieu, par l'œuvre humaine. Et ce déploiement d'espace, il l'appelle Räumung. Räumen, c'est le verbe qui correspond. Il ne s'agit pas simplement d'espacer des objets. Par exemple, si j'espace deux feuilles pour les placer dans deux Stellen différentes, c'est pas ça. Ça, c'est une pure affaire d'extensio et de Stelle.
là, c'est spatier. Hein, c'est pas espacer des objets, c'est spatier. C'est-à-dire donner naissance à de l'espace. Et ce donner naissance, c'est la Räumung, justement. Alors, spatier donne spatiation. C'est comme ça que je l'ai traduit. Il est quelquefois traduit par espacement, mais à mon avis, traduire par espacement, c'est un contresens. Ça fait justement référence à l'extinction et à la Stelle. Il ne s'agit pas de ça du tout. Comment en est-on arrivé là? Quand vous êtes dans des histoires de Stelle, c'est-à-dire d'emplacement, emplacement d'un objet, il n'y a plus de génie du lieu du tout. Il n'y a plus d'esprit du lieu. Hein, vous avez des objets, et puis vous avez l'étendue. Et l'étendue est neutre. L'étendue cartésienne est physique, purement physique. Elle n'a pas de rapport avec le souffle vital, ni donc avec le souffle cosmique, ni donc avec l'esprit, la spiritualité et tout ce qui s'ensuit. Hein, c'est des histoires purement quantitatives et purement géométriques, de géométrie euclidienne. Comment en est-on arrivé là? Le christianisme a beaucoup à y voir parce que il nous a débarrassés de la plupart des génies du lieu, des génies des choses, pour y substituer un Dieu unique, totalement transcendant, un absolu qui va concentrer tout le sacré, en principe du moins. Donc le sacré se rapporte à ce Dieu totalement transcendant, et la terre va être vidée de sa sacralité. Les lieux vont être vidés de leur génie. En cela, le christianisme a donné une âme à quelque chose qui, jusque-là, n'était que du calcul, comme par exemple chez Euclide. Puisque, pour un esprit moderne, Euclide, la géométrie euclidienne, correspond à un espace absolu, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, alors le sacré va se concentrer, en principe, hors de la terre, au-delà de la terre, au-delà des lieux. Je dis en principe, parce qu'en fait, même dans les monothéismes, vous avez encore des lieux sacrés, aussi bien dans le christianisme que dans l'islam. Nous avons Saint-Pierre de Rome, nous avons le Golgotha. Tout récemment, je parlais, ah ben oui, mais ce n'était pas avec vous, une personne qui a visité le Golgotha récemment. Moi, je l'ai visité dans les années 50. Alors, très curieusement, vous savez que c'est une colline, le Golgotha, mais aujourd'hui, c'est dans une église, et c'est quasiment, si je me souviens bien, mais ça fait quand même longtemps, c'est un trou. Parce qu'il y a tellement de choses bâties autour que la terre, qui était autrefois le sommet d'une colline, est dans un creux, si je me souviens bien. Mais c'est un lieu sacré. En tout cas, ça n'a pas changé. C'est un lieu sacré. Comment les deux sont conciliés, comment la transcendance divine et le sacré qu'il y a encore dans certains lieux peuvent-ils coexister? Eh bien, il y a des embrayages divers. Par exemple, beaucoup de lieux sacrés pré-chrétiens ont été simplement réutilisés, réembrayés. Comme on disait autrefois, après la guerre, quand on a reconverti, c'est ça, reconverti, c'est le mot. On a reconverti, par exemple, en substituant simplement un toponyme à un autre toponyme, on met un nom de saint à ce qui était un lieu sacré avec un autre nom. Donc ça devient saint un tel ou sainte un tel, une telle.
Et ça a été employé vraiment systématiquement sur tous les territoires de la chrétienté. Donc il y a en fait, dans la pratique des milieux humains, il y a des embrayages. Et quand on parle de réenchanter les lieux, réenchanter la terre, le paysage, ça, de réenchantement, ça fait entre autres référence à une expression très connue de Max Weber qui était Entzauberung. Qui a été traduit par désenchantement ou par démagification. Pour réagir contre la neutralisation des lieux. La neutralisation des lieux par l'espace absolu, par l'extensio cartésienne. Parce que, à la place de ce qui était donc du spiritus, du pneuma, du ti, bref, si les lieux avaient une âme, ou un esprit, ou un génie, dans la mesure où ça nous concerne, et il semble que ça nous concerne, à l'expérience, on ne pouvait pas s'en passer, et il fallait donc, ça date des années 60-70, cette expression de réenchantement. Le problème, c'est que souvent, ça s'est accompagné d'un rejet de la raison. Pas simplement de la rationalité ou du rationalisme étroit qui souvent tient lieu de raison, mais même de la raison. Et au bénéfice de quoi? Au bénéfice du pur sentiment. Des mysticismes divers qui prennent appui même sur des choses découvertes par la science, mises en avant par la science, sont récupérées et mises au service de ce réenchantement. Réenchantement, en français, un lieu enchanteur. On ne voit que le côté plaisant. On ne voit que le côté plaisant, mais il y a quelque chose de plus fort quand même. C'est tomber sous le charme d'eux. Et administrer un charme à quelqu'un, ça veut dire l'empoisonner en fait. C'est lui administrer, comme dirait, comme ce que verse Circé à Ulysse. C'est un charme. Et pour qu'il ne tombe pas sous le charme, il a besoin d'un antidote. C'est une herbe que Hermès va tirer de la terre pour lui, et grâce à cette herbe magique, il va échapper au charme versé par Circé. Il ne va donc pas devenir un cochon comme ses malheureux compagnons. Donc c'est très ambigu. Nous, on voit ça d'un point de vue purement hédoniste, c'est-à-dire on en tire du plaisir, on en jouit. Mais il y avait quelque chose d'autre en jeu dans la force des lieux autrefois. C'est qu'ils nous retenaient sous leur charme, nous en étions prisonniers. Et la modernité a été aussi une libération. Libération de ce charme, libération des lieux, libération à l'égard de tous les liens qui allaient avec, sociaux en particulier, et qui restreignaient la liberté humaine, tout simplement. C'est pour ça que, au Moyen-Âge, quand on voulait échapper à tous ces liens locaux des communautés attachées à la terre, on s'enfuyait vers la ville parce que, disait-on, l'air de la ville rend libre. C'est une expression qui vient de l'allemand, mais on comprend ça aussi. C'est pour ça que, aujourd'hui encore dans les pays pauvres, si vous voulez être libre, eh bien, il faut émigrer vers la ville. C'était Stadtluft macht frei.
l'air de la ville rend libre. On a renversé les choses. Et justement, c'est justement la modernité qui maintenant nous fait rechercher la liberté hors de la ville. Autrement dit, hors des systèmes, là où les systèmes d'objets sont le plus sensibles, c'est justement dans les villes. Et le film qu'on a vu hier, par exemple, c'est Retour à la Terre, qui est un grand motif de l'après 68, comme vous savez, mais ça n'est pas mort du tout. Et les films qu'on a vus hier, en particulier le deuxième film, nous montrent un retour à la Terre qui est une redécouverte de soi et une libération par rapport à un enchaînement. Vous avez donc dans l'histoire humaine des renversements comme ça, de cet ordre. Il s'agit de se libérer de simple logique d'objet, puisque un monde purement objet, c'est-à-dire totalement objectifié, toute subjectivité, alors j'emploie un mot savant, c'est subjectité, ça veut dire être sujet. Ça. Subjectivité, c'est être sujet. Alors, être sujet, c'est la plus noble des choses, hein. C'est ce qui nous distingue d'un simple objet, justement. Donc la subjectivité, c'est quelque chose de très valorisé par l'ontologie. Eh bien, pour faire vivre notre subjectivité, eh bien, on a intérêt à ne pas être esclave de nos systèmes d'objets. Et la modernité tente à faire de nous des esclaves de nos systèmes d'objets. Je vous en ai donné l'exemple de l'automobile tout à l'heure. On peut prendre tout système d'objets, tout système fondé sur l'objectivité prétendue de ces systèmes d'objets pour nous y soumettre nous-mêmes. Alors ça, évidemment, ça n'est pas bon pour notre humanité, en principe, fondamentalement. Et ces systèmes d'objets, comment fonctionnent-ils? Eh bien, justement, ils fonctionnent par des fonctions abstraites de notre existence. C'est-à-dire, on voit comment ça fonctionne en soi, abstraction faite de notre existence, puisque notre existence, dans ce dualisme, est perçue comme du subjectif. Et ça devient péjoratif de dire c'est subjectif. Hein, c'est pas scientifique, c'est subjectif. Donc, pour être scientifique, il faut séparer, distinguer, donc abstraire. Abstraire l'existence de ce monde qui n'est en droit qu'un système d'objets. Et pour le comprendre, eh bien, il faut analyser ces systèmes jusqu'à la tyrannie. C'est-à-dire, comme c'est objectif, c'est la vérité. Donc, il faut s'y soumettre. Donc, se soumettre au fonctionnalisme, par exemple. C'est le fonctionnalisme, comme vous le savez, a été mis en avant par l'architecture et l'aménagement, l'urbanisme du XXe siècle, puisque c'était censé être la vérité. C'était exprimé en particulier par la charte d'Athènes. Quand j'ai commencé mes enseignements à l'école des Beaux-Arts, quai Malaquais à Paris, qui était d'un côté vers les arts, de l'autre vers l'architecture. Alors moi j'étais du côté architecture. On ne parlait que de la charte d'Athènes, parce qu'on commençait à la remettre en cause. Ça il faut dire. On commençait à la remettre en cause, et c'était à l'automne 67, et effectivement, à partir de mars 68, les choses ont commencé à se déglinguer un peu. C'est dire néanmoins que ces années 60 ont été, si vous voulez, le summum du fonctionnalisme moderne. Qu'après ça, on a commencé à le remettre en cause, mais c'était censé être la vérité. Et donc les lieux devaient être soumis à une fonctionnalité quelconque, hein, pour que ça fonctionne bien.
et ça engendrait toutes sortes de zonages qu'on énumère. Bon. Et ça, je n'y reviens pas comme ça, simplement pour dire que ça aboutit à nier les lieux. Ça aboutit, en jouant un petit peu sur les mots, à une utopie, c'est-à-dire une négation des lieux. Ou à ce que mon collègue de l'HESS, Marc Auger, appelait des non-lieux, en jouant aussi sur les mots, des non-lieux. Et c'est ce que la modernité a tendu à reproduire sur toute la planète, produire des non-lieux. Donc ça, dans l'ensemble, nous ne voulons plus. Mais comment s'en libérer? Comment se libérer d'un espace purement quantitatif? Parce que justement, les lieux ne se comptabilisent pas, dans la mesure où ils sont singuliers. Quand ils ont un certain génie, dans la mesure où ils ont du génie, les lieux ne sont pas quantifiables, puisqu'il n'y en a qu'un exemplaire ici et pas ailleurs. Hein? C'est de la singularité. Donc, comment cette singularité, si on ne veut plus employer des mots vraiment pré-modernes tels que génie du lieu, esprit du lieu, etc., en chercher au moins le principe dans un vocabulaire philosophique, on va donc parler de la singularité des lieux et comment peut-on produire la singularité d'un lieu. Il ne peut, par définition, pas y avoir de recette, parce qu'une recette, c'est justement ce qu'on peut répéter ailleurs et dans d'autres conditions. C'est donc qu'il faut essayer de donner une base rationnelle, voire scientifique, à la singularité. Alors là, il y a, entre singularité et scientificité, il y a vraiment une opposition, puisque la science ne traite que de classes de phénomènes. Il faut que ça puisse se reproduire pour devenir scientifique. Donc, une expérience qui n'a donné lieu qu'à un témoignage, ça n'a pas valeur scientifique. Et même à quelques témoignages, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit reproductible, indéfiniment reproductible. Là, vous avez une vraie expérience scientifique. Or ça, c'est justement, ça n'est pas compatible avec la singularité. Hein. C'est ça l'ennemi absolu, la singularité, l'antithèse que l'on ne peut pas saisir scientifiquement, ça serait justement ce qu'il faudrait faire revivre dans les milieux humains. Ça serait ça, de réenchanter le monde. Donc, il s'agirait d'autre chose d'un simple rejet de la rationalité, ça serait d'inventer une autre rationalité. Et je dis bien rationalité. Ça ne serait pas un simple retour à des mythes, ou simplement repêchage de certains motifs scientifiques pour les travestir. Par exemple, prendre Gaïa, l'idée de Gaïa qui est une idée scientifique, et en faire rediviniser la Terre, par exemple. Ou bien ce qu'on a appelé le New Age, ou le Verseau. Et dans l'ensemble, de mettre le sensible avant la raison. Ça n'est pas ça la solution. Du point de vue de la mésologie, ça ne peut pas être la solution. Il faut aller plus loin. Pour des raisons que j'ai souvent abordées devant vous, la plus profonde, je reprends une formule que je vous ai assénée et réassénée quasiment à chaque séance, c'est à propos de la réalité. La réalité n'est pas en soi un absolu, elle est toujours nécessairement référée à notre existence, puisque c'est pour nous qu'il y a réalité. Si ça n'était pas pour nous, il n'y aurait rien, tout simplement. Et que cela s'exprime par une formule simple, que la réalité relative avec un petit r, c'est un sujet au sens logique, c'est-à-dire ce dont il s'agit,
Et sujet au sens logique, ça peut être notamment l'objet de la science, hein, l'objet dont s'occupe le physicien, c'est un sujet logique, hein, c'est ce dont il s'agit. Et ça, c'est en tant que un prédicat, c'est-à-dire ce que l'on va dire à propos de S, donc S en tant que P. La réalité, c'est S en tant que P. Et P pour prédicat, mais ça, c'est un emprunt à la logique, mais c'est beaucoup plus large que la simple idée de prédicat en logique. Prédicat, c'est ce que vous dites, ça relève de la parole. Là, ça relève, pour commencer, ça relève des sens. C'est la manière de saisir en tant que. Donc, ça relève des sens. Ça relève de l'action, c'est-à-dire traiter en tant que, activement. Et les sens et l'action, ça concerne l'ensemble du vivant. Hein. Ce n'est pas simplement les humains, ça concerne tous les vivants à partir des êtres les plus primitifs. Et ensuite, la pensée et pour terminer la parole. Hein, la pensée et pour terminer la parole. Donc, selon ces 4 aspects, on va dire qu'il s'agit d'une trajection de S en P, trajection étant analogue à prédication, c'est-à-dire saisir S en tant que P, mais le saisir par les sens, par l'action, par la pensée et par la parole. Hein, pas simplement en termes simplement logiques, c'est-à-dire de parole. Donc, de ce fait, vous avez nécessairement intervention d'un interprète, qui est le vivant, qui est l'existant, qui peut être, bien sûr, un existant humain, mais aussi un existant simplement vivant, qui va saisir son environnement d'une certaine manière qui en fait son milieu. Hein, je vous rappelle donc cette distinction fondamentale entre milieu et environnement, ou données environnementales brutes, distinction que nous devons à 2 penseurs, Uexküll dans les sciences de la nature et Watzzy comme philosophe, et s'agissant plus particulièrement de l'humain. Bon, donc la réalité nécessairement est investie de la subjectivité, je dis subjectivité et pas subjectivité, la subjectivité d'un interprète. Ce qui fait que le rapport SP en réalité, c'est un rapport SIP. Hein, le sujet, l'interprète et le prédicat. L'interprète, par excellence, ça peut être un être humain, mais ça peut être une bactérie ou n'importe quel vivant. Donc vous avez une ternarité qui se substitue à une dualité. Parce que ça, et notamment en logique, ça peut fonctionner quasiment comme une machine. Et ça fonctionne justement dans des langages machines, ce genre de dualité. Cette binarité qui est le principe même justement de toute cette mécanique informatique. Ça fonctionne par la binarité 0-1. 0-1, 0-1. Bon, d'y substituer une ternarité. Et pourquoi il ne s'agit pas simplement de comprendre que les lieux peuvent être investis par notre subjectivité, puisque nécessairement nous les interprétons, nous autres humains, ou nous autres vivants en général, nous interprétons les lieux qui ne sont donc pas un simple donné, le donné que Uexküll appelle Umgebung. J'avais donc Umgebung. Et de l'autre côté, ce qui est, c'est Umwelt, c'est-à-dire le milieu. Donc ça, c'est le donné brut, et ça, c'est ce que ça devient pour exister réellement, concrètement, avec nous et compte tenu du fait que nous existons. Et c'est ça la réalité concrète. Sinon, ça serait totalement abstrait
Et l'abstrait poussé au maximum, ça ne suppose même plus l'existence humaine. Donc, à la limite, on ne peut plus. On ne peut même plus le percevoir, puisque le fait de le percevoir, c'est le relativiser et le rapporter à notre existence. Donc, ça tend vers un absolu, c'est-à-dire un pur S. Un S absolutisé, ce qui est l'idéal de la science. Autant que possible, l'abstraire de notre existence. Cela a été remis en cause non pas seulement du point de vue de la phénoménologie herméneutique, par exemple chez Heidegger ou chez Watsuzi, dont je parlais tout à l'heure. Oui, Watsuzi, il l'appelle en japonais, mais je ne vais pas vous donner le japonais, ça équivaut exactement à la même distinction. Non pas simplement au nom de la phénoménologie, mais aussi parce que c'est la physique elle-même qui nous l'impose aujourd'hui. Par exemple, comme l'a dit très clairement un des plus grands physiciens du XXe siècle, Heisenberg, Werner Heisenberg, dans La nature dans la physique contemporaine, c'est paru en allemand, oui, en 1955, si je me souviens bien, traduit en français quelques années après. Il dit que la science d'aujourd'hui, ce dont elle s'occupe, ce ne sont plus de purs objets, mais de la relation que nous avons avec la nature. Et ça, c'est le principe même de la mésologie, sur un plan qui n'est pas ce dont on s'occupe habituellement quand on fait de l'architecture ou de l'aménagement. Mais le principe est le même, c'est-à-dire c'est un principe ternaire. Vous avez quelque chose qui est la nature, vous avez un être qui est l'humain, et vous avez la relation. Vous savez, les trois termes. Pas simplement deux termes, mais l'objet même de la science va devenir cette relation, c'est-à-dire elle est instituée en objet, cette relation. Vous avez donc une ternarité qui s'est mise en place. Et la raison plus profonde ou plus vaste qu'invoque la mésologie, c'est justement celle-là, qui va au-delà des simples binômes, des simples binarités dont s'est occupée la modernité et qu'entraîne le dualisme. Ainsi, on pourrait envisager une rationalité du génie du lieu, puisque du moment que vous avez une interprétation par un existant quelconque, c'est toujours dans certaines conditions, à un certain moment, ce qui fait que c'est toujours unique, toujours singulier, dans son principe même. Parce que, par exemple, moi, je vais interpréter ceci d'une manière qui m'est propre, et vous allez l'interpréter d'une manière qui vous est propre, etc. Bien entendu, il y a des éléments communs. Par exemple, dans la mesure où on parle la même langue, on va dire c'est une feuille de papier, certes, mais etc. Ça dépendra toujours dans les détails d'une singularité. Donc, c'est mettre en avant un principe du cas par cas. Alors ça, c'est très gênant, le cas par cas. Parce que cas par cas, ça évoque par exemple le casuisme, très décrié, quand on parlait du casuisme des jésuites. Donc ça, c'est péjoratif. C'est un terme que nous aurions intérêt à redécouvrir, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Si vous êtes architecte, urbaniste, aménageur, ou toute autre activité humaine, que vous avez à traiter comme il convient un lieu, eh bien, il faut être capable d'en saisir la singularité. C'est pas, alors, et c'est là que ça devient autre chose qu'un simple retour aux métaphores pré-modernes. C'est pas parce qu'il faut respecter un génie du lieu qui serait là, comme un kami japonais. Se concilier le génie du lieu par des cérémonies appropriées. Non, c'est pas ça. C'est
sous cette métaphore propre à des religions anciennes ou autres, sous ces métaphores, retrouver un principe et le faire se déployer. Et ça deviendra, là on peut se référer à Heidegger en la matière, ça deviendra une vraie spatiation, une vraie Räumung. Et donc le lieu pourra redevenir un lieu fort, au lieu d'être neutralisé dans un espace absolu, universel. Alors, suivant ce principe, nous devrions pouvoir faire s'exprimer à nouveau un génie des lieux, un génie du lieu, s'il fallait creuser cette logique. Nous aurions le choix entre deux logiques, a priori, mais le point de vue de la mésologie, c'est justement d'aller plus loin qu'une simple alternative et d'allier deux logiques qui sont concurrentes dans le rapport humain au lieu. L'une qui renvoie à ce qui a sous-tendu la raison occidentale depuis Platon et Aristote, c'est une logique du tiers exclu, où vous ne pouvez avoir que ou bien A ou bien non A, mais pas quelque chose d'intermédiaire qui serait à la fois A et non A. Donc c'est là-dessus que s'est fondée la raison occidentale. C'est la raison pour laquelle déjà Platon avait exclu les poètes de ce qu'il appelait la République, c'est-à-dire une organisation idéale de la société humaine. Les poètes n'y avaient pas droit de citer. Les poètes sont des gens du symbole. Donc les gens du symbole sont des gens pour qui il y a, par principe même, il y a tiers inclus. Tiers inclus, c'est-à-dire le symbole c'est à la fois A et nécessairement aussi non A. Hein, le symbole renvoie toujours à quelque chose d'autre. Donc à la fois A et non A. Donc ça c'est le principe du symbole, et c'est pas simplement le symbole, en fait c'est tout ce qui est synesthésie également, donc ça touche le vivant aussi en général, ça touche tout ce qui va avec, ce qui est concret, ce qui croît ensemble, croître avec un accent circonflexe, c'est-à-dire ce qui grandit ensemble. Et qu'est-ce qui grandit ensemble dans la réalité? Eh bien c'est en fait tout ce que le dualisme a distingué, systématiquement distingué, discrétisé, alors que c'était concret, et en particulier les mots et les choses, qui ont été discrétisés, alors que dans la réalité concrète, ils vont nécessairement ensemble. Parce que si les mots n'allaient pas avec les choses, il n'y aurait plus rien. Rien n'existerait plus. Donc, retrouver le déploiement historique de l'espace à l'intérieur duquel les lieux peuvent être des lieux forts. Comment cela fonctionne-t-il? Donc, la logique qui a produit, qui a engendré au fil des siècles le dualisme moderne, avec ce dualisme, ça va évidemment avec tiers exclu, puisque vous avez l'objet A et le sujet non A, et vous n'avez rien entre les deux. Ça, c'est le principe, schématiquement, n'est-ce pas? Le principe du tiers exclu va avec le dualisme, qui engendre le mécanicisme, puisque si vous concentrez toute subjectivité dans le sujet, eh bien, vous en privez totalement tout le reste. Donc, vous objectifiez tout le reste. Et quand il n'y a plus d'âme pour animer cela, eh bien, ça n'est plus qu'une mécanique. C'est le principe du mécanicisme. Et le mécanicisme, on dit par exemple Descartes, le mécanicisme, la théorie des animaux-machines chez Descartes, on dit que ça c'est des vieilleries. Pas du tout, pas du tout. La biologie reste très largement dominée par ce mécanicisme.
par exemple, une des sommités de la biologie contemporaine, Alain Prochiante, professeur au Collège de France, dans un livre intitulé « Qu'est-ce que le vivant ?», il écrit texto « Les animaux ne sont pas des sujets ». Alors, s'ils ne sont pas des sujets, que sont-ils? Ils sont des objets. Or, la science elle-même nous a montré que les animaux peuvent être des sujets. C'est ce qu'a montré Uexküll en particulier. Uexküll, tout ce qu'il a montré avec ça, comment l'appelait-il, sa Umweltlehre, c'est-à-dire sa mésologie, Umweltlehre, qui a engendré au moins deux grands courants scientifiques au XXe siècle, l'éthologie d'une part, c'est-à-dire l'étude du comportement des animaux, et la biosémiotique de l'autre, en fait ça va avec, la biosémiotique, c'est-à-dire se rendre compte et admettre que les êtres vivants communiquent entre eux par des langages qui leur sont propres. Et pas simplement les animaux, même les plantes communiquent par des langages qui leur sont propres. C'est ça l'objet de la biosémiotique. Et pour communiquer, eh bien, il faut avoir un certain degré de subjectivité. Il faut avoir quelque chose à dire. Et à dire aux autres. Ça, c'est un peu métaphorique de l'exprimer comme ça. Mais pour qu'il y ait communication de sens, eh bien, il faut que les choses fassent sens pour vous. Que vous soyez humain ou bactérien ou autre. Bon, donc ça c'est assez documenté et assez prouvé par les progrès de la science elle-même au XXe siècle pour que désormais on ne puisse plus dire tout simplement les animaux ne sont pas des sujets. Hein. Ça c'est dépassé. Et par quelle logique le dépasser? Donc, nous avions la logique de l'identité du sujet au sens logique, qui a dominé la raison et plus particulièrement le rationalisme occidental depuis Platon et Aristote. Identité du sujet, c'est ce qui s'exprime dans le syllogisme ultra connu, tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Vous connaissez tous ce sujet, ce syllogisme. Vous avez un grand sujet, tous les hommes. Or, Socrate est un homme. Donc, il est à l'intérieur de ce sujet. Il est compris dans ce grand sujet. Donc, vous avez le même sujet. Et donc, il est logique de conclure que Socrate est mortel. En fait, la logique elle-même montre que c'est pas si simple que ça, mais je n'ai pas le temps d'en parler ici. Ça, c'est la logique de l'identité du sujet. On garde le même sujet. Et à cette logique de l'identité du sujet, un philosophe japonais, dont je vous ai déjà parlé aussi, Nishida Kitaro, a opposé ce qu'il appelait logique du lieu, dite également logique du prédicat. Et en japonais, baso no ronri, ça nous intéresse. Hein. Baso, ça veut dire le lieu. Et puis, Jutsugo no ronri, Jutsu go no ronri, logique du prédicat. C'est quasiment synonyme. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est pas clair chez Nishida, mais ça a été clarifié par des philosophes japonais ultérieurs, en particulier Nakamura Yujiro. À mon avis, alors chez Nakamura, il est montré que cette logique du prédicat, logique de l'identité du prédicat, en fait, équivaut
à ce qu'un psychiatre, psychanalyste du XXe siècle, avant la guerre, la Deuxième Guerre, s'appelait Silvano Arietti, appelait paléologique. Paléologique. Et Arietti en donnait un exemple relatif à sa propre culture, et qui est repris par Nakamura. C'était... alors... Oui. Toutes les vierges rêvent d'être Sainte Marie, parce que c'était pris d'une étude d'un cas particulier de ce psychiatre, hein, donc il ne l'a pas inventé. Toutes les vierges rêvent d'être Sainte Marie, or, disons, s'appelle Carmen, disons, n'importe, est vierge, donc Carmen rêve d'être Sainte Marie. Ça fonctionne comme ça. Mais bon, c'est pas très évocateur pour nous aujourd'hui. Je vais vous en donner un autre exemple qui fonctionnera mieux, pour vous dire que à mon sens, c'est une logique purement mondaine. Mondaine au sens de non transcendante, non abstraite. Alors, vous voyez cette montre. Saviez-vous que c'était une Rolex? C'est pas une Rolex. Donc vous posez la première prémisse, dites qui a réussi porte une Rolex. Or, je porte une Rolex, donc j'ai réussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas de la blague, hein, ça paraît complètement nul du point de vue logique, mais c'est comme ça que tourne le monde humain. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une logique mondaine, et sur tous les plans. Ça concerne tout particulièrement la sociologie, par exemple. Hein, il faut pas trop se distinguer des autres, il faut être comme les autres. Ça tourne comme ça. Donc, ça n'est pas quelque chose qu'on puisse rejeter comme illogique, c'est une logique qui n'est pas logique au sens étroit du terme, mais c'est une logique, et qui est bien réelle. Seulement, si on tombe comme Nishida, lui, voulait substituer cette logique à la logique de l'identité du sujet, hein, qui a produit la modernité occidentale, mais qui, pour lui, n'était pas, au fond, était fausse. Donc, il s'agissait d'y substituer une logique du prédicat. Seulement, ce que ça donne, une logique du prédicat, c'est que vous perdez tout repère transcendantal. Et finalement, tout repère autre que les simples rapports de force dans une société à un moment donné. Et c'est pour cela que la logique du prédicat chez Nishida, finalement, a versé dans un pur ethnocentrisme qui s'est exprimé, puisque c'était dans les années 30 et 40, par son adhésion aux thèses de l'ultranationalisme, qui aboutissait à absolutiser le régime impérial japonais, et donc à donner raison aux bellicistes de l'époque, puisque ça fonctionne avec des concepts que je n'ai pas eu le temps de vous développer, mais j'en ai parlé dans d'autres occasions. En assimilant le tenno, c'est-à-dire l'empereur, le régime impérial japonais, à un néant absolu, qui n'est pas du tout péjoratif dans ce cas-là, au contraire. Le néant absolu, c'est quasiment l'équivalent de Dieu pour des chrétiens, c'est-à-dire être absolu, néant absolu, renverserait donc une logique de l'identité du sujet absolu par une logique du prédicat absolu qui revient historiquement à absolutiser le régime impérial. Et en tant que néant absolu, apte à recevoir toutes les nations de la Terre. Ça va de soi, puisque un néant, justement, ne repousse rien. Tout peut y prendre place. Mais en fait, historiquement, et là je reviens sur le mot histoire, historiquement, ça s'est exprimé par ce que les Japonais ont appelé la guerre de 15 ans, et
qu'on appelle plutôt nous autres la guerre du Pacifique. Ça. Donc on ne peut pas, on ne doit pas substituer une logique à l'autre logique. Il ne s'agit pas de s'en tenir à la logique de l'identité du sujet, puisque c'est elle, cette logique-là, qui a produit toutes les abstractions dont nous pâtissons aujourd'hui et dont je vous ai dit au départ, à force de s'abstraire d'un monde purement objectifié, nous risquons bien de nous supprimer nous-mêmes. Ce que nous avons commencé à faire, par exemple, en inventant des bombes atomiques et en entamant ce que on commence à appeler... Alors, il y a un joli nom pour dire ça, c'est anthropocène. Ça, comme on dit en japonais, c'est kakkoi. Ça a de la classe. Anthropocène. Mais on peut l'appeler autrement, on peut l'appeler 6e grande extinction de la vie sur Terre. Hein, ça, c'est moins classe. Mais c'est la même chose. Donc, pour éviter cela, qui se situe dans la logique de l'identité du sujet, on a besoin d'une logique de l'identité du prédicat, mais, comme dit une expression, avec un grain de sel, cum grano salis. Avec un grain de sel, il s'agit donc de combiner les deux logiques qui, toutes deux, combinées, soutiennent la réalité humaine. Et pas simplement la réalité humaine, mais la réalité d'un monde vivant, tout court, parce qu'il s'agit bien toujours d'un rapport entre un fondement qui est la Terre, puisque qu'est-ce qui soutient notre écoumène, nos milieux vivants humains? C'est la biosphère, c'est des milieux vivants autres qu'humains, ou moins qu'humains, ou plus qu'humains, bref. Mais qu'est-ce qui soutient la biosphère? C'est la planète. Donc c'est un système physico-chimique qui soutient un système biophysique, qui soutient un système éco-techno-symbolique. Hein, et dans cet ordre-là, et pas l'inverse, dans cet ordre-là, vous avez, avec une flèche qui est ce qu'on appelle la flèche du temps, et qui n'est pas réversible, vous allez de la Terre vers P, qui est un monde. En l'occurrence le nôtre, puisque nous sommes dans un monde humain. Mais il y a d'autres mondes, il y a ceux des autres espèces vivantes, il y a ceux d'autres époques, d'autres histoires. Et quand vous prenez en compte cela, en vous disant que pour aller ça c'est une trajection, hein, c'est trajecter, comme disait Montaigne, c'est transporter, qui a donné trajection, ou métaphore, ça comprend la métaphore, qui revient au même. Quand je dis trajection, c'est-à-dire projeter plus loin, jeter plus loin, étymologiquement, c'est la même chose que porter plus loin, métaphérien. Métaphérien, transporter, transférer. Et pas seulement ça, parce que ça a toujours aussi un fondement dans la vie elle-même au sens le plus biologique du terme, c'est-à-dire également les métabolismes. C'est tout ça qui est à l'œuvre dans un monde vivant et que nous ne pouvons plus retourner en une simple mécanique. Ce n'est plus possible. Et je vous ai dit pourquoi. Hein, c'est pour rester vivant sur cette planète à long terme. Réinsuffler de l'être humain, comme dans le Dasein, qui est là-dedans, außer sich, hors de soi, dans la réalité de notre milieu, ce qui fait que notre milieu, les lieux de notre milieu peuvent être empreints de vie, ils le sont par l'être qui nous comprend, mais qui également nous fonde, parce que nous avons notre conscience de cogito, chacun de nous, qui nous est propre, singulièrement,
mais qui ne serait pas possible si nous n'étions pas une certaine espèce qui est collective, c'est l'espèce humaine, laquelle n'existerait pas s'il n'existaient pas les primates, etc., 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 fondamentalement parce qu'il y a vie sur la Terre, vous voyez, et dans un mouvement historique, d'abord évolution puis histoire, qui obéit toujours à la même logique, c'est celle de saisir une base et l'interpréter activement en tant que quelque chose, saisir le donné physique, Umgebung, pour en faire notre propre milieu, et dans cette opération elle-même, notre être, finalement, au-delà de la définition physique des limites de notre corps, de chacun de nous, est dans les lieux. Et dans certains lieux plus que dans d'autres. Je termine sur cette question. Pourquoi certains lieux plus que d'autres? Pourquoi y a-t-il des hauts lieux et puis des lieux nuls? Des hauts lieux. Eh bien, c'est parce qu'ils sont plus chargés d'histoire que d'autres. Il y a eu plus de trajections de l'être dans ces lieux-là plutôt que dans d'autres. Pour des raisons qui sont propres à chaque lieu. Et qui ne sont pas simplement du mythe, qui ont toujours prise sur la Terre. Avec une très longue histoire. C'est ce que savent les gens qui étudient plus particulièrement l'histoire des lieux saints, entre autres. Je ne sais plus qui disait que un haut lieu, finalement, c'est un lieu, si vous creusez, vous trouvez du mort là-dessous. Vous trouvez du mort. Effectivement, il y a eu des histoires, souvent morts d'hommes. Mais tiens, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. En français, on dit cimetière, mais comment dit-on en Corse? Voilà. Donc c'est un lieu saint, un champ investi de sainteté, ça devient un haut lieu. Et il y a toutes sortes d'autres raisons qui font que, effectivement, l'être humain est nécessairement investi dans le milieu humain. Et il en va de même pour tous les êtres vivants. Et c'est la raison pour laquelle, sans que j'entre dans des détails de l'analyse de la trajection en elle-même, on n'a pas le temps, c'est la raison pour laquelle il peut y avoir de l'être, de l'esprit, du génie dans certains lieux. Et ce n'est pas la peine de revenir en arrière pour le dire. C'est au contraire, il s'agit d'aller en avant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.